Imaginez une seule banque, une institution qui contrôle 40% des contrats à terme sur l'argent au COMEX, une banque qui détient 750 millions d'onces d'argent physique dans ses coffres, une banque assise sur 58 000 milliards de dollars de dérivés. Et maintenant, imaginez que l'argent vient d'exploser à 79 $ l'once, en hausse de 167% en un an. Cette banque, c'est JP Morgan. Et nous sommes en train d'assister à la position la plus concentrée, la plus massive et potentiellement la plus dangereuse de l'histoire moderne des marchés de matières premières. Le 27 décembre 2025, l'argent a bondi de 10,21% en une seule nuit pour atteindre un sommet historique de 79 $25 l'once. 48 heures plus tard, le CME a augmenté les exigences de marge d'environ 3 000 $. Le prix a chuté de 11% en une seule séance. Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles une grande banque aurait fait défaut sur un appel de marge massif, nécessitant une intervention d'urgence de la Réserve fédérale. Bien qu'aucune source officielle n'ait confirmé ces rumeurs, elles révèlent tous quelque chose de profond, l'anxiété sous-jacente du marché. Parce que voici la réalité brute. JP Morgan ne joue pas un jeu normal. Entre juin et octobre 2025, la banque a vendu intégralement sa position courte de 200 millions d'onces sur les contrats papier d'argent. Puis, elle a pivoté vers une position longue nette. Pour la première fois de son histoire, JP Morgan est simultanément longue sur l'argent physique, ET longue sur l'argent papier. C'est sans précédent. Et cela crée une dynamique qui pourrait soit générer des profits colossaux, soit déclencher une crise systémique. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas spéculer sur ce qui va se passer. Nous allons examiner le pire scénario absolu. Que se passerait-il réellement si cette position implosait? Quels seraient les mécanismes de contagion? Comment les régulateurs interviendraient-ils? Et qu'est-ce que cela signifierait pour le système financier mondial? Parce que comprendre les mécaniques réelles, c'est la seule façon de séparer le risque réel de la panique fabriquée. Commençons par comprendre l'ampleur de ce dont nous parlons. JP Morgan détient 58 000 milliards de dollars de dérivés en valeur notionnelle. C'est le chiffre publié dans les rapports de l'Office of the Comptroller of the Currency. 58 000 milliards. Le PIB des États-Unis est d'environ 28 000 milliards. Donc JP Morgan a une exposition en dérivés qui représente plus du double de l'économie américaine entière. Mais attendez, avant que vous paniquiez complètement, nous devons comprendre ce que signifie valeur notionnelle. La valeur notionnelle n'est pas le montant d'argent réellement à risque, c'est la valeur totale de tous les contrats sous-jacents. Si JP Morgan a un swap de taux d'intérêt d'une valeur notionnelle d'1 milliard de dollars, cela ne signifie pas qu'elle risque 1 milliard. Cela signifie que le contrat fait référence à 1 milliard de principal, mais le risque réel, après hedging et margining, pourrait n'être qu'1 ou 2% de ce montant. Alors pourquoi s'en soucier? Parce que même 1 ou 2% de 58 000 milliards, c'est plus d'1 trillion de dollars de risque potentiel. Et lorsque les marchés bougent violemment, lorsque la volatilité explose, ces hedges peuvent échouer. Les contreparties peuvent ne pas pouvoir honorer leurs obligations. Et soudainement, ce qui était supposé être une exposition gérée devient une hémorragie incontrôlable. Maintenant, concentrons-nous spécifiquement sur l'argent. JP Morgan détient 750 millions d'onces d'argent physique. À 73 $ l'once, cela représente environ 55 milliards de dollars. C'est la plus grande réserve d'argent physique au monde détenue par une seule institution. Pour mettre cela en perspective, la production minière mondiale annuelle d'argent est d'environ 850 millions d'onces. JP Morgan détient presque une année entière de production mondiale. Mais ce n'est pas tout. La banque contrôle également environ 40% des contrats à terme sur l'argent au COMEX. Le COMEX est l'échange principal où se négocient les contrats à terme sur l'argent. C'est là que se forme le prix mondial de référence, et une seule banque contrôle 40% de ce marché. Avant 2025, aucune entité unique ne contrôlait généralement plus de 10 à 15% d'un marché majeur de contrats à terme sur matières premières. 40%, c'est une anomalie historique absolue. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'une seule entité a un tel pouvoir de marché, elle peut influencer les prix. Elle peut créer des mouvements qui servent ses propres positions. Et si cette entité fait face à des problèmes, si elle doit liquider ou réduire rapidement ses positions, l'impact sur le marché sera énorme. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est de la structure de marché basique. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement passé en décembre 2025. L'argent a grimpé en flèche. Il a atteint 79 $ le 27 décembre. C'était un mouvement de plus de 10% en quelques jours. Pourquoi? Plusieurs facteurs. La Chine, qui contrôle 60 à 70% de la production mondiale d'argent, a mis en place des contrôles d'exportation effectifs le 1er janvier 2026.
Seules les grandes entreprises approuvées par l'État peuvent désormais exporter de l'argent. Cela a immédiatement resserré l'offre mondiale. Deuxièmement, la demande industrielle explose. Les panneaux solaires, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, tous consomment de l'argent en quantité croissante. La demande industrielle pour 2025 devait atteindre 1,2 milliard d'onces. L'offre n'est que de 850 millions d'onces provenant des mines. C'est un déficit structurel de 350 millions d'onces par an. Et ce déficit dure depuis 5 années consécutives. Troisièmement, l'argent physique se négocie avec une prime importante par rapport aux contrats à terme. À Shanghai, l'argent physique se négocie 7 à 8 dollars au-dessus des prix de référence occidentaux. C'est ce qu'on appelle la backwardation. Et dans les marchés de matières premières, la backwardation est un signal d'alerte rouge de stress d'offre immédiat. Cela signifie que les gens veulent le métal maintenant et sont prêts à payer une prime pour l'obtenir. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine, maintenant. Donc vous avez ce rallye massif. Et le 29 décembre, le CME augmente les exigences de marge d'environ 3 000 dollars, passant de 22 000 à 25 000 dollars par contrat. C'est une augmentation de 14%. Pourquoi le CME fait-il cela ? Parce que leur modèle de risque détecte une volatilité accrue. L'indice de volatilité de l'argent du CME, le Silver Civil, était à 81,7. C'est extrêmement élevé. Cela signifie que de grandes oscillations sont attendues. Lorsque les exigences de marge augmentent, les traders qui détiennent des positions levées doivent pendant déposer plus de garanties. S'ils ne peuvent ne pas, ils doivent fermer leur position. Et si beaucoup de traders font cela en même temps, vous obtenez un mouvement de prix violent. C'est exactement ce qui s'est passé. L'argent a chuté de 11% en une seule séance. Maintenant, voici où les rumeurs ont commencé. Des comptes sur les réseaux sociaux ont affirmé qu'une grande banque systémiquement importante avait fait défaut sur un appel de marge massif. Ils ont affirmé que la banque avait été liquidée par la Chambre de compensation au milieu de la nuit. Ils ont affirmé que la Réserve fédérale avait dû injecter des dizaines de milliards de dollars dans le système via des opérations de repos d'urgence. Et ils ont suggéré que le nom de cette banque était dissimulé pour éviter la panique. J'ai cherché des confirmations. J'ai vérifié la FDIC. Aucun avis de faillite bancaire. J'ai vérifié le CME. Aucune annonce de défaut d'un membre. J'ai vérifié Bloomberg, Reuters, le Wall Street Journal. Aucun reportage majeur confirmant ces affirmations. La Fed a effectué des opérations de repo. Oui, mais environ 26 milliards de dollars le week-end. Ce n'est pas sans précédent. C'est en fait assez routinier pour la gestion de la liquidité de fin d'année, surtout en période de volatilité. Alors d'où viennent ces rumeurs ? Elles sont traçables principalement à un site appelé Al Turner Radio Show. Al Turner est connu pour promouvoir des théories du complot et des affirmations non vérifiées. Ses posts du 28 décembre décrivaient une banque liquidée à 2h47 du matin après avoir manqué un appel de marge, avec l'identité dissimulée et une intervention de la Fed. Ces posts ont gagné en traction sur X, Reddit et les forums de métaux précieux. Est-ce que cela signifie qu'il ne s'est rien passé ? Pas nécessairement. Les marchés de dérivés sont opaques. Les chambres de compensation ne font pas toujours des annonces publiques sur chaque problème opérationnel, et les banques ne vont certainement pas annoncer volontairement qu'elles ont eu des difficultés. Mais l'absence de toute confirmation de sources crédibles signifie que nous devons traiter ces affirmations comme non vérifiées. Ce qui est vérifié, cependant, c'est que JP Morgan a radicalement changé sa position sur l'argent en 2025. Entre juin et octobre, la banque a vendu sa position courte de 200 millions d'onces sur les contrats papier. C'est confirmé par plusieurs sources d'analyse de marché, y compris Discovery Alert et Silvertrade. JP Morgan a ensuite accumulé de l'argent physique. 750 millions d'onces, c'est également largement rapporté. Pourquoi ferait-il cela ? Plusieurs théories. Première théorie, JP Morgan voit un marché haussier structurel à long terme pour l'argent et veut être du bon côté du trade. Ils ont passé des années à supprimer les prix via des positions courtes. Maintenant, ils se positionnent pour profiter de la hausse. Deuxième théorie, JP Morgan avait des informations sur les contrôles d'exportation chinois avant qu'ils ne soient publics. Ils savaient que l'offre allait se resserrer dramatiquement, donc ils ont fermé leurs shorts et sont passés longs. Troisième théorie, la banque gère un risque de contrepartie. Peut-être qu'ils avaient d'énormes positions courtes qui devenaient trop risquées dans un marché en hausse. Fermer ces positions et passer long réduit ce risque. Quatrième théorie, c'est une manipulation pure et simple. JP Morgan a supprimé artificiellement les prix pendant des années en vendant massivement des contrats papier. Maintenant qu'ils détiennent beaucoup de physique, ils veulent que les prix montent. Donc ils arrêtent de vendre et peuvent même commencer à acheter, créant ainsi un short squeeze. Je ne vais pas prétendre savoir laquelle de ces théories est correcte. Peut-être qu'elles le sont toutes partiellement. Le point important est celui-ci. JP Morgan a créé une position sans précédent
qui concentre un pouvoir de marché énorme entre les mains d'une seule institution. Et maintenant, examinons ce qui pourrait arriver si tout cela implose. Scénario 1. Correction ordonnée. L'argent continue de fluctuer violemment, mais les mécanismes de marché fonctionnent. JP Morgan gère ses positions via un hedging sophistiqué. Ils ont des centaines de contreparties réparties dans le monde entier. Lorsque les prix montent, certains hedges perdent, mais d'autres gagnent. Lorsque les appels de marge arrivent, ils les honorent sans problème. Leur capital total dépasse 400 milliards de dollars. Ils ont amplement de capacité pour absorber même des pertes de plusieurs milliards sur les dérivés d'argent. Les régulateurs surveillent de près. La Fed a des tests de stress spécifiquement conçus pour évaluer comment les grandes banques géreraient les chocs de marché sévères. JP Morgan passe ces tests régulièrement. Leurs modèles de risque sont sophistiqués. Ils ont des décennies d'expérience dans la gestion de positions de dérivés complexes. Dans ce scénario, la volatilité de l'argent se normalise après quelques semaines ou mois. Les prix trouvent un nouvel équilibre, peut-être autour de 50 à 60 $ l'once. JP Morgan réalise des profits substantiels sur sa position physique longue. Ils réduisent progressivement leur exposition aux contrats à terme. Le marché absorbe ces ajustements sans dysfonction majeure. Fin de l'histoire. C'est le scénario de base. C'est ce que le système est conçu pour gérer. Et honnêtement, c'est probablement ce qui va se passer. Mais explorons les alternatives. Scénario 2. Stress de liquidité contenue. L'argent ne se stabilise pas. Au lieu de cela, il continue de monter de manière erratique. 79 $, puis 90, puis 100 $. La volatilité est folle. Les mouvements de 10 à 15 $ en une seule séance deviennent courants. Les exigences de marge du CME augmentent encore et encore. Chaque augmentation déclenche plus de ventes forcées, ce qui crée plus de volatilité, ce qui déclenche des augmentations de marge supplémentaires. C'est une boucle de rétroaction. JP Morgan commence à subir des appels de marge massifs. Pas sur leur position longue physique, celles-ci vont bien, mais sur leur position de hedging et leurs dérivés liés. Disons qu'ils ont des swaps complexes avec d'autres institutions. Disons qu'ils ont vendu des options d'achat sur l'argent à des hedge funds qui sont maintenant profondément dans la monnaie. Ces positions perdent de l'argent rapidement. La banque a besoin de liquidités, rapidement. Ils commencent à vendre d'autres actifs. Des obligations du trésor, des actions. Peut-être même une partie de leur argent physique, bien que cela soit compliqué car le marché physique est tendu. Ils accèdent aux facilités de liquidité de la Fed. La fenêtre d'escompte, les opérations de repos. C'est pour cela que ces facilités existent. Pour fournir des liquidités aux banques solvables mais temporairement illiquides. D'autres banques avec exposition à l'argent commencent à ressentir des pressions similaires. HSBC détient des positions significatives sur l'argent. Scotiabank également. UBS, BNP Paribas. Ce ne sont pas des institutions de second ordre, ce sont de grandes banques mondiales. Si elles subissent toutes des appels de marge simultanément, le système de liquidité se tend. Les marchés de crédit commencent à montrer des signes de stress. Les spreads de crédit default swaps sur les grandes banques s'élargissent. Cela signifie qu'il devient plus cher d'acheter une assurance contre un défaut bancaire. Les investisseurs deviennent nerveux. Les marchés boursiers deviennent volatiles. Les indices financiers chutent. Les régulateurs se coordonnent. La Fed, le Trésor, la FDIC, l'Office of the Comptroller of the Currency. Ils ont des salles de guerre pour exactement ce genre de situation. Ils surveillent les expositions. Ils parlent au PDG des banques. Ils s'assurent que la liquidité circule là où elle est nécessaire. Ils envisagent des actions extraordinaires si nécessaire. Peut-être une facilité de crédit spéciale pour les banques exposées aux matières premières. Peut-être une coordination avec les banques centrales européennes et asiatiques. Après plusieurs semaines de tension, la situation se stabilise. Aucune banque majeure ne fait faillite. Mais il y a des dégâts collatéraux. Quelques hedge funds spéculatifs qui étaient fortement levés implosent. Une petite banque régionale avec une exposition mal hedgée doit être absorbée par une plus grande institution. Les investisseurs perdent confiance dans la volatilité des matières premières et retirent du capital de ces marchés. Le prix de l'argent finit par se stabiliser, mais à un niveau élevé, peut-être 70 à 80 $. JP Morgan survit, mais avec des pertes substantielles sur ses positions de hedging, compensées partiellement par des gains sur son physique. La réputation de la banque en prend un coup. Les régulateurs imposent des exigences de capital plus strictes sur les expositions aux matières premières. C'est le scénario de stress contenu. Effrayant, coûteux, mais pas systémique. Le système tient. Il est stressé, mais il tient. Maintenant, le scénario 3. Crise systémique catastrophique. C'est le cauchemar. Voici comment cela se déroule. L'argent ne monte pas juste à 100 $. Il explose à 150, puis 200 $ l'once. Pourquoi ?
Parce que la déconnexion entre l'argent papier et l'argent physique devient complète et totale. Voici ce qui se passe. Des centaines de détenteurs de contrats à terme sur l'argent décident qu'ils veulent une livraison physique, pas un règlement en espèces, du métal réel. Le COMEX a environ 900 millions d'onces d'intérêt ouverts en contrat de livraison. Mais les coffres ne détiennent qu'une fraction de cela en métal physique disponible. Normalement, seulement 5 à 10% des contrats demandent réellement une livraison physique. Le reste roule le contrat vers l'avenir ou se règle en espèces. Mais dans ce scénario, disons que 20 ou 30% demandent une livraison. C'est des centaines de millions d'onces. Et il n'y a tout simplement pas assez de métal disponible. Les banques qui sont courtes sur ces contrats, qui ont vendu des promesses de livrer de l'argent, découvrent soudainement qu'elles ne peuvent pas obtenir le métal. Ils doivent aller sur le marché physique et acheter à n'importe quel prix. Mais le marché physique est déjà tendu. Les primes à Shanghai sont énormes. Les stocks LBMA à Londres s'épuisent. Les principaux marchands de lingots n'ont plus de stock. Donc ces banques doivent payer des prix absurdes pour se procurer du métal. 50 $ de prime au-dessus du prix spot, 100 $ de prime. Le prix de l'argent physique se découple complètement du prix des contrats à terme papier. JP Morgan, avec ses 750 millions d'onces, devient soudainement le propriétaire de l'argent physique le plus recherché au monde. Il pourrait le vendre et réaliser des profits extraordinaires. Mais voici le problème. S'ils commencent à vendre massivement, ils inondent le marché et font baisser le prix. Et ils ont aussi d'énormes positions de dérivés qui dépendent du prix restant élevé. Pire encore, disons que JP Morgan a vendu des contrats de livraison physique qu'il pensait pouvoir honorer en achetant sur le marché si nécessaire. Mais maintenant, le marché est gelé. Ils ne peuvent pas obtenir assez de métal. Ils font défaut sur les obligations de livraison. Lorsqu'une banque de cette taille fait défaut sur des contrats de matières premières, c'est un événement systémique. La Chambre de compensation du COMEX fait face à un risque d'insolvabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle garantit tous les contrats. Si un membre fait défaut, la Chambre de compensation doit intervenir. Mais si les défauts sont massifs et si le prix de l'argent est en orbite, les ressources de la Chambre de compensation peuvent ne pas suffire. Le CME pourrait être forcé de prendre des mesures extraordinaires. Il pourrait augmenter les marges si haut que le trading devient impossible. Il pourrait modifier rétroactivement les règles de règlement, forçant les règlements en espèces au lieu de livraison physique. Il pourrait même, dans un cas extrême, annuler des transactions comme la London Metal Exchange l'a fait avec le nickel en 2020. Mais si le CME change les règles au milieu de la crise, la confiance dans le marché s'effondre. Les contrats à terme sur matières premières sont censés être des promesses juridiquement contraignantes. Si l'échange peut juste changer les règles quand cela devient inconfortable, pourquoi quiconque ferait-il confiance à ces marchés à l'avenir ? Pendant ce temps, d'autres banques, avec des expositions à l'argent, font face à des pertes catastrophiques. HSBC, Scotia, UBS, BNP, elles subissent toutes des appels de marge massifs simultanément. Certaines peuvent ne pas avoir assez de liquidités pour y faire face. Elles commencent à vendre des actifs de manière paniquée. Les obligations du trésor, les actions, les devises, cela crée une panique plus large sur les marchés financiers. Les marchés boursiers s'effondrent. Les indices chutent de 5, 10, 15% en quelques jours. Les spreads de crédit explosent. Les prêts interbancaires se tarissent parce que les banques ne font plus confiance aux autres banques. C'est ce qui s'est passé en 2008. Les marchés de financement à court terme se sont gelés. La Réserve fédérale doit agir, rapidement. Ils activent toutes les facilités de liquidité d'urgence. Fenêtre d'escompte. Opération de repos massive. Peut-être même des achats directs d'actifs des banques en difficulté. Le Trésor coordonne avec les régulateurs internationaux, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, parce que ces expositions traversent les frontières. La FDIC se prépare à d'éventuelles résolutions bancaires, ils examinent les testaments biologiques des grandes banques. Ce sont des plans qui décrivent comment une banque peut être démontée en toute sécurité si elle fait faillite. Ils identifient quelles parties de la banque sont systémiquement importantes et doivent être maintenues opérationnelles, quelles parties peuvent être liquidées. Dans le pire scénario absolu, une banque systémiquement importante fait faillite au cours d'un week-end. Peut-être pas JP Morgan, mais peut-être une banque européenne ou asiatique fortement exposée. Les régulateurs annoncent une résolution ordonnée. Les actionnaires sont anéantis. Les détenteurs d'obligations subissent des pertes. Les déposants assurés sont protégés. Mais la confiance est brisée. Les marchés du lundi matin sont chaotiques. Les gouvernements peuvent instituer des jours fériés bancaires temporaires pour permettre un temps de respiration. Des contrôles de capitaux peuvent être envisagés pour empêcher les fuites de capitaux. C'est ce niveau de crise. C'est le niveau de 2008 ou pire. La restructuration du système financier prend des mois, voire des années.
Les marchés de dérivés de matières premières sont fondamentalement réformés. De nouvelles réglementations limitent les concentrations de positions. Les exigences de marge sont augmentées de façon permanente. Le rôle des chambres de compensation est renforcé avec plus de ressources de garantie. La confiance dans les contrats à terme papier ne se rétablit jamais complètement. Les acteurs du marché se tournent vers le physique ou vers différents lieux de négociation. Maintenant, quelle est la probabilité de ce scénario 3 ? Honnêtement, faible. Ce n'est pas zéro, mais c'est faible. Pourquoi ? Parce que le système financier moderne a des garde-fous construits après les crises passées. Les réformes Dodd-Frank, après 2008, ont augmenté les exigences de capital pour les grandes banques. Les tests de stress sont plus rigoureux. Les chambres de compensation ont plus de ressources. Les banques centrales ont démontré qu'elles agiront de manière agressive pour prévenir l'effondrement systémique. JP Morgan n'est pas stupide. Ils emploient certains des gestionnaires de risque les plus sophistiqués au monde. Ils ont survécu à la crise financière de 2008. Ils ont survécu à la perte de trading de la baleine de Londres en 2012. Ils comprennent la gestion du risque de contrepartie. Ils comprennent les limites de position. Ils ont des centaines de hedges distribués à travers de multiples contreparties. Mais voici ce que nous devons comprendre. Les modèles de risque peuvent échouer. Les hedges peuvent échouer. Les contreparties peuvent échouer. Et lorsque les marchés se déplacent d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant, toutes les mathématiques sophistiquées du monde ne peuvent pas prédire ce qui se passe ensuite. La position de JP Morgan sur l'argent est sans précédent. Aucune banque n'a jamais contrôlé 40% d'un marché majeur de contrats à terme sur matières premières. Aucune banque n'a jamais détenu une année entière de production mondiale d'une matière première. Nous sommes dans un territoire inconnu. Et le territoire inconnu comporte des risques inconnus. Alors que devez-vous retenir de tout cela ? Premièrement, la probabilité d'une crise systémique déclenchée par la position de JP Morgan sur l'argent est faible. Pas zéro, mais faible. Le cadre réglementaire est plus solide qu'en 2008. Les banques ont plus de capital. Les mécanismes de compensation et de règlement sont plus robustes. Et la Fed a démontré qu'elle agira pour empêcher l'effondrement systémique. Deuxièmement, l'impact d'une telle crise, si elle se produisait, serait grave. Ce ne serait pas seulement une question de prix de l'argent ou d'actions bancaires. Cela se répercuterait sur les marchés du crédit, les marchés des devises et l'économie réelle. Les chaînes d'approvisionnement pour les industries qui dépendent de l'argent seraient perturbées. La confiance des investisseurs serait ébranlée. Les réponses politiques remodèleraient les marchés de manière imprévisible. Troisièmement, la meilleure défense est la diversification et la compréhension. Ne concentrez pas le risque, ne supposez pas que parce que quelque chose ne s'est pas produit, cela ne peut pas se produire. Et ne paniquez pas en vous basant sur la spéculation des réseaux sociaux. Évaluez les affirmations par rapport aux preuves. Demandez qui bénéficie de la diffusion de la peur. Regardez ce que disent réellement les régulateurs, pas ce que des comptes aléatoires prétendent qu'ils disent. Le rallye de l'argent est réel, la pénurie d'approvisionnement est réelle, le stress du secteur bancaire est réel, l'exposition aux dérivés est réelle. Mais le récit selon lequel les banques sont au bord de l'effondrement à cause de l'argent n'est pas soutenu par des preuves. C'est un scénario hypothétique qui vaut la peine d'être analysé, qui vaut la peine d'être compris, qui vaut la peine de se préparer en ayant un portefeuille diversifié et en comprenant les mécaniques du système financier. Mais ce n'est pas une certitude imminente. Ce à quoi nous assistons est un test de stress en temps réel. La question n'est pas de savoir si le système est parfait. Il ne l'est pas. La question est de savoir s'il est suffisamment résilient pour absorber les chocs, s'adapter et continuer à fonctionner. L'histoire suggère qu'il l'est. 2008 nous a appris des leçons douloureuses. 2023 les a renforcées. L'architecture réglementaire, les boîtes à outils des banques centrales, les cadres de résolution, ils existent parce que les crises passées ont révélé des lacunes. Ces lacunes ont été partiellement comblées. Y aura-t-il une autre crise financière un jour ? Probablement. Proviendra-t-elle des dérivés d'argent de JP Morgan ? Peut-être. Est-elle imminente ? Les preuves ne soutiennent pas cette conclusion. Mais la possibilité est non nulle. Et comprendre les mécaniques, les canaux de transmission, les garde-fous et les modes de défaillance est précieux que la crise arrive demain ou dans 10 ans. Le système financier est complexe, il est interconnecté, il est fragile à certains égards et remarquablement résilient à d'autres. Notre travail en tant que participants informés est de comprendre cette complexité sans succomber ni à la complaisance ni à la panique. D'évaluer les risques sur la base de preuves, de se diversifier contre les pires scénarios sans tout parier sur la catastrophe, et de rester informé à mesure que les marchés évoluent. Voilà l'analyse. JP Morgan face au pire scénario. Que se passerait-il ? Cela dépend des spécificités. La taille de la position, la nature de l'exposition aux dérivés, l'état du marché plus large,
la vitesse et l'efficacité de la réponse réglementaire. Dans le meilleur des cas, correction ordonnée. Dans le pire des cas, crise systémique. Dans le cas le plus probable, quelque chose entre les deux. Désordonné, effrayant, mais finalement contenu. L'histoire de l'argent n'est pas terminée. La position de JP Morgan n'est pas résolue. Et les marchés de dérivés continueront d'être une source à la fois de liquidité et de risque. Restez informés, restez diversifiés. Et comprenez la différence entre analyser le risque et prédire la catastrophe. Quel est votre avis? Quel scénario pensez-vous le plus probable? Faites-le moi savoir dans les commentaires.